martial. Serge, Oui. vous avez l'habitude de rencontrer des biaos, mais vous avez rencontré un biao aujourd'hui. Exactement, ouais. Je ne l'ai pas perdu de vue. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci. On vous retrouve tout à l'heure, Martial, au forum de discussion. Et puis, tout à l'heure, ça va être justement le bulletin d'information. Et juste après, on va revenir sur ce 36e sommet ACP-UE qui se tient à Cotonou. On en reprécisera les objectifs ainsi que les principales priorités. On installe maintenant Christelle Tongolo pour le bulletin d'information. Allez, place à présent au bulletin de l'information. C'est une présentation sur mercredi de Christelle Tongodo. Bonjour Christelle. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour Christelle. Bonjour à tous et bienvenue à ce bulletin d'information. Le bloc républicain enregistre une nouvelle adhésion. Il s'agit du mouvement Grâce Divine. L'annonce a été faite à Glodjigbe et ce mouvement réaffirme son adhésion au nouveau départ. Reportage. Le mouvement Grâce Divine Aïdoté rejoint le bloc républicain et réaffirme son adhésion à la réforme du système partisan. Cette adhésion est faite sous la bannière de la coalition Bénin en route. Les militants du mouvement Grâce Divine Aïdoté œuvrent avant tout pour le bien-être des populations. Cette adhésion de notre mouvement contribuera à l'avènement d'un Bénin uni, un Bénin nouveau et fort, de par sa diversité culturelle sur les bases de justice, d'égalité, de démocratie et de lutte contre la corruption. Mesdames et messieurs, le mouvement Grâce Divine Aïdoté, constitué essentiellement de jeunes, est honoré de rejoindre les rangs de l'un des blocs de la mouvance. Une adhésion saluée ici par les responsables de Bénin en route. Nous acceptons son adhésion dans la coalition Bénin en route et nous demandons à Appel de commencer par installer les cellules dans tous les recoins de Glodjigbe. Non seulement vous aurez l'aéroport de Glodjigbe, mais vous aurez une voie qui va quitter la plage de Fusion-Serre, une voie express qui va quitter la plage de Fusion-Serre pour relier l'aéroport de Glodjigbe. Cela mérite applaudissement. Le président Talon pense beaucoup et aime la population de Glodjigbe. Et c'est pourquoi nous avions dit que nous allons faire le déplacement nous-mêmes. Le bloc républicain s'agrandit ainsi en attendant le congrès du 8 décembre prochain. Le Bénin s'organise pour faire face au terrorisme qui secoue la sous-région. Les forces armées béninoises ont entrepris dans ce cadre du 6 novembre au 1er décembre une manœuvre. L'assaut final s'est déroulé ce week-end à Segbana. Plus de 1000 hommes des forces navales, aériennes et de l'armée de terre ont pris part à la manœuvre Marcohin 2018 durant une trentaine de jours. Les résultats atteints à la fin semblent satisfaisants. D'une manière générale, les objectifs fixés ont été atteints à plus de 85%. On va se mettre à table pour tirer les leçons qui s'imposent. La réussite de ces exercices militaires a été possible grâce à la coopération de la population. Une coopération qui a d'ailleurs permis de soigner gratuitement plus de 1000 personnes et de construire un bloc de latrines au collège d'enseignement général de Segbana. La population est vraiment satisfaite et elle souhaite qu'on puisse continuer les actions que nous appelons les actions civilo-militaires. Pour le ministre de la Défense nationale, cette manœuvre est une occasion d'intégration entre forces armées béninoises et population. C'est un point indispensable pour avoir le renseignement. Quand vous n'êtes pas intégré dans une communauté, comment la communauté peut vous faire confiance et vous faire dépositaire de certains renseignements qui étaient les leurs. C'est ça le problème. Et je pense que ce qui se passe ici maintenant, on va multiplier de manière à ce que l'armée soit adoptée par la population,
que la population fait sienne son armée. Ça, c'est le gage du développement, le gage de la sécurité plus accrue, parce qu'il faut être préventif, il faut avoir le renseignement pour s'apprêter, que de se faire surprendre par l'ennemi. Plusieurs personnalités à la retraite comme en activité ont assisté à la manœuvre de bout en bout. Du point de vue de la manœuvre, je peux délivrer sans trop me tromper un satisfecit, tant sur le plan du professionnalisme dont a fait preuve les officiers d'état-major qui ont exposé les thèmes et les scénarios, que de l'exécution sur le terrain de tout ce qu'on a vu et de la phase finale. Je voudrais dire ici toute ma satisfaction. Si nous avons les moyens, c'est une manœuvre qui doit être régulièrement organisée. Du point de vue sécuritaire, mais du point de vue social. C'est par ce défilé militaire qu'a pris fin la manœuvre Macorin 2018. Parlons à présent de la visite du vice-premier ministre belge de la coopération au développement. Au terme de sa visite de 48 heures au Bénin, l'autorité nous explique les tenants et les aboutissants de la nouvelle approche de coopération entre le Royaume de Belgique et le Bénin. Il est au micro de Ulvaeus Balogun. La coopération entre la Belgique et le Bénin, qui va sur une période de 5 ans pour un montant de 60 millions, couvre en fait trois éléments. Le premier élément est la filière ananas, où on va regarder comment on peut mieux rentabiliser ça, mieux créer de l'entrepreneuriat autour de cela. Deuxième pôle, c'est le port de Cotonou, où il y a une coopération entre le port d'Anvers en Belgique et le port de Cotonou pour regarder comment ce port, on peut vraiment le développer comme un port d'entrée pour toute la région, pas uniquement le Bénin. Troisième élément, c'est les soins reproductifs et droits sexuels, où on va regarder de quelle manière on peut mieux toucher une population souvent très jeune, et leur sensibiliser, leur donner accès au planning familial et aussi mieux collecter les datas dans ce domaine. Cotonou accueille aujourd'hui jusqu'au 7 décembre prochain un grand événement. Il s'agit de la 14e réunion annuelle des structures et agences en charge de l'électrification rurale en Afrique. C'est une rencontre de partage d'expériences pour un meilleur accès des populations rurales à l'électricité. Jean-Claude Oussou, ministre béninois de l'énergie, a donné à une conférence de presse hier en prélude à cet événement. Cotonou, carrefour des spécialistes de l'électrification rurale du 5 au 7 décembre prochain. Au total, 42 pays sont attendus à la 14e rencontre annuelle du Club ER. Entendez, structures et agences en charge de l'électrification rurale en Afrique. Le thème de cette année est « Électrification décentralisée, mini-réseau, se préparer à l'arrivée du réseau électrique national ». Un thème, je dirais, anticipateur ou plutôt avant-gardiste, qui est donc de s'interroger sur l'électrification rurale ou l'électrification hors réseau. Qu'est-ce qui va se passer quand le réseau conventionnel, le réseau national va passer dans ces zones pour l'instant non interconnectées? Cette rencontre, une première au Bénin, est un honneur et une chance pour le pays. C'est une occasion pour nous de profiter de la présence diverse et variée de ces différents participants pour en tirer le meilleur afin de nourrir cette dynamique nouvelle insufflée dans notre pays par le président Patrice Talon dans le secteur de l'énergie qui est un secteur prioritaire et pour lequel nous faisons feu de tout bois, que ce soit le système conventionnel électrique, mais que ce soit également le système hors réseau. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'électrification hors réseau, il y a des pays africains qui nous ont précédés, mais qui ont échoué et qui veulent voir un peu quelles sont les innovations que nous mettons aujourd'hui dans notre cadre réglementaire qui nous garantissent en fait que la réforme va pouvoir réussir. L'expérience béninoise en la matière a vraiment séduit le club ER. Le choix du Bénin, c'est parce qu'il y a vraiment cette dynamique que nous avons constatée et en même temps donc l'évolution récente du contexte institutionnel
à travers donc la promulgation du texte sur le haut réseau. Et là, je félicite le ministre Oussou pour cette initiative parce que sans cadre légal, on a du mal en fait à inviter les partenaires privés. Le Club ER est une association créée en 2005 à Nouakchott en Mauritanie et dont le siège est à Abidjan. Il est à espérer de la rencontre de Cotonou beaucoup d'avancées pour l'association. 3 jours pour explorer le marché béninois en vue d'y dénicher des opportunités d'investissement. C'est l'objectif d'un groupe d'opérateurs économiques tunisiens qui séjournent au Bénin depuis ce lundi. Avec leur homologue du Bénin, ils vont passer en revue les possibilités de partenariat. C'est une initiative de la CONEB, la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Des opérateurs économiques tunisiens à la conquête du marché béninois. Ils sont ici, aux côtés de leurs homologues du Bénin, pour des relations d'affaires. Le Bénin de plus en plus attractif de par les réformes engagées par le gouvernement du président Patrice Talon. Des réformes qui ouvrent les portes du Bénin aux investisseurs dans un environnement sécurisé pour les affaires. Si nous voulons faire de la croissance, il faut faire de l'investissement. Et si nous voulons faire de l'investissement, il faut des opportunités. Essayons d'optimiser la visite de la délégation tunisienne parce que, à travers des rencontres B2B que nous espérons très nombreux, nous allons certainement identifier des opportunités d'investissement. Nous allons certainement identifier des opportunités de partenariat. Ces opportunités-là, qui vont permettre l'investissement et qui vont permettre de créer de la richesse et créer de l'emploi. Les opérateurs économiques du Bénin ont donc tout à gagner de cette passerelle que leur offre la CONEB, la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Mais les opérateurs économiques tunisiens aussi. En venant au Bénin, vous savez que vous rentrez par la porte, par la double porte, celle de l'UEMOA d'un marché d'environ 300 millions d'individus, mais celle de la CEDEAO avec un regard, et je vous vois bien, tourné vers l'est du Nigeria. Oui, vous avez fait le bon choix d'être à Cotonou pour justement, en profitant de la compétence des Béninois qui ne demandent qu'à travailler avec vous, orienter les débouchés commerciaux de vos produits et services vers ces grands marchés. Et en le faisant, vous donnez l'exemple que nous autres privés, nous pouvons nous développer et influer sur le politique et non pas permettre aux politiques d'influer sur l'économie. Je pense que ça aussi, vous avez compris, et nous sommes très regardants de l'expérience, de l'expertise que constitue votre passé, votre vécu, pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. C'est donc un partenariat gagnant-gagnant pour une croissance partagée. Les opérateurs économiques du Bénin et de la Tunisie ont 3 jours pour sceller ce pacte. Les hommes sont là, les atouts aussi. Les actes sont attendus au bout du rouleau pour matérialiser ce nouveau départ. Et puis, Sa Majesté Sinaderou III a célébré samedi dernier sa 16e Gani. Nous sommes à Sandilo, une localité frontalière avec le Nigeria, invité de marque, le député Rachid Gbadamassi. Quand un digne fils du royaume de Sandilo apparaît le jour de la Gani, cela donne lieu à une grande mobilisation. Le député Rachid Gbadamassi, intronisé sous nom Boukoussoura, puis confirmé sous nom Boukoukira par l'empereur de Niki, fait son entrée triomphale au palais royal de Sandilo sous les ovations du public. L'édition 2018 de la Gani à Sandilo intervient dans un contexte de revalorisation de la chefferie traditionnelle par le gouvernement Talon. Une volonté déjà traduite en action depuis 1 an par le député Rachid Gbadamassi avec l'érection de ce somptueux palais. Coût du joyau, 55 millions de francs CFA. Sandilo a déjà des repères. Et le gouvernement seul ne peut pas tout faire. Le président de la République, dans son projet de sûreté, a pris la décision de construire certains palais. Et je crois qu'à Boumé, à Lada et certains, dont le palais de Niki.
Et le président Patrice Talon, soucieux du bien-être de la chefferie traditionnelle, a voulu proposer un projet de loi. Mais malheureusement, ce projet de loi a été combattu par les soi-disant princes. Nous sommes en train de négocier avec le président de la République pour voir la possibilité de prendre un décret. Parce que la chefferie est hiérarchisée. Au moins, s'il faut commencer au moins par les premiers. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et dans les jours à venir, je crois que le président de la République, conscient et qui a fait de son cheval de bataille la promotion de la culture, la promotion de nos chefs traditionnels, la reconnaissance de nos chefs traditionnels, je crois qu'il ne va pas oublier. Au royaume de Sandilo, c'est le parfait amour qui se traduit ici par l'offre de ce bœuf par Sa Majesté Sinaderou III aux députés. Dans la foulée, Souno Boukoussoura est couvert de bénédictions par le roi de Guinagourou, toujours dans la commune de Perere. Des engagements sont pris par le député pour la construction imminente d'un palais royal, aussi bien pour le roi de Guinagourou que ceux de l'ère culturelle Nago. Fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci de rester avec nous sur l'ORTB. L'émission c'est 5 sur 7 matin. C'est lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Nous sommes aujourd'hui mercredi. C'est le 3e matin de la semaine. Il nous en reste encore bien deux. Ça va être jeudi et puis vendredi. Allez, tout à l'heure, au forum de discussion, nous allons parler d'entrepreneuriat, surtout d'entrepreneuriat des jeunes. Est-ce une solution au chômage? C'est une grosse question que nous allons décrypter ensemble tout à l'heure. Mais avant, nous allons parler de ce sommet ACP-UE qui se tient à Cotonou. On parlera surtout des objectifs et puis on en connaîtra les principales priorités. Mais avant, place maintenant à la revue des titres des quotidiens qui sont parus. Et on démarre, comme d'habitude, avec le quotidien de service public La Nation. La Nation qui affiche aujourd'hui ce partenariat public-privé avec cette formation de la Banque mondiale qui outille les cadres béninois. En visite de travail, la présidente de l'Estonie est l'hôte du Bénin et ce depuis hier. Ouverture de l'école de formation des professions judiciaires, c'est la concrétisation d'un projet du PAG, rapporte aujourd'hui La Nation qui par ailleurs parle de 3 villes, Banikwara, Tchaourou et Malanville, les projets de budget 2019 ou les projets de budget 2019 seraient en souffrance.
Le journal Le Matin à présent. Le matin, mise en œuvre du volet assistance ou assurance maladie du projet Arche. Un gros soulagement pour les populations pauvres. Et puis visite au Bénin de la présidente de l'Estonie, l'axe Cotonou-Tallinn se renforce. Session de l'Assemblée parlementaire ACPUE. Patrice Talon appelle à des changements. On passe à l'autre vision qui parle aussi de la dématérialisation pour l'obtention du visa d'accès au Bénin. Les efforts de Patrice Talon récompensés au plan continental. Le Bénin est en tête du classement des pays africains en 2018, rapporte l'autre vision. Et le journal nous parle aussi du renforcement de la coopération entre l'Estonie et le Bénin et annonce que la présidente Kersti Kaljulaid est à Cotonou depuis hier. Libération, démarrage imminent bien sûr, du volet assurance maladie du projet Arche. La prise en charge sanitaire des plus vulnérables est bientôt une réalité. Le journal nous apprend que le président Talon est à fond dans le social. Et puis séjour officiel à Cotonou dans le cadre de la coopération bilatérale. La présidente Kersti Kaljulaid et Talon pour le renforcement de l'axe Estonie-Bénin. L'autre quotidien parle des regroupements au sein de la mouvance et annonce que Valentin Roudet fera l'événement dimanche prochain. Participation au tournoi de l'UFOA Zone B Lomé 2018. Les écureuils U20 du Bénin rallient le Togo pour la compétition ce jour, nous informe l'autre quotidien qui parle aussi de coopération économique entre le Bénin et la Tunisie afin de revitaliser l'axe Cotonou-Tunis pour une croissance partagée. Libération, on a lu Libération il y a juste un instant, on passe à un autre journal. Voilà, le potentiel implémentation du projet Arche, l'assurance maladie pour les pauvres n'est plus une illusion, nous apprend le journal Le Potentiel qui nous confie que le président Talon est social et la phase pilote est déjà validée. Et puis, dynamique coopération bilatérale entre le Bénin et l'Estonie, Talon enclenche une diplomatie de développement, nous apprend le journal. Et puis, indice de transparence des visas en Afrique, de la 27e place, le Bénin passe premier. L'économiste, pour finir, échanges commerciaux en 2017 au Bénin, 1197 milliards obtenus pour les exportations, indique l'économiste. Et puis, le journal parle aussi de la facilité d'énergie propre hors réseau, les opportunités du deuxième appel à projet. Il y a bien d'autres articles à retrouver dans l'économiste de ce jour. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui pour la revue des titres. Tout à l'heure, la revue de la presse, elle sera bien plus complète. Ça va être une présentation de Bill Aguiar. Avant de retrouver le forum de discussion où nous devons parler de l'entrepreneuriat comme solution au chômage des jeunes. Nous vous parlons justement de ce sommet ACPUE qui se tient à Cotonou. Quels en sont les objectifs et quelles sont les principales priorités de ce 36e sommet ouvert à Cotonou et qui doit s'achever normalement aujourd'hui d'ailleurs. On est bien sûr le 5. On en parle avec M. Shakiro Tijani. On laisse. Voilà ce 36e sommet ACPUE qui se déroule à Cotonou depuis quelques jours déjà et qui prend fin donc ce 5 décembre. Ce sommet qui a été lancé par le président Patrice Talon, le chef de l'État qui dans son discours est revenu sur plusieurs sujets, notamment donc concernant le sommet ACPUE. Alors nous allons pouvoir scruter avec notre invité les objectifs et les principales priorités donc de ce sommet. Et nous recevons donc à cet effet Shakiro Tijani, vous êtes conseiller technique du ministre du Commerce. Bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Alors dites-nous déjà une clarification conceptuelle. ACPUE, c'est quoi ce sommet? Alors le sommet qui a démarré à Cotonou sous la présidence du chef d'État, c'est un sommet des parlementaires pour
rencontré, c'est une rencontre de tous les parlementaires des ACP pour réfléchir sur le devenir de cet accord de coopération Afrique-Pacifique avec l'Union européenne. Il y a actuellement, c'est l'accord de Cotonou qui a été signé ici en 2000, en l'année 2000, qui est en cours, qui va arriver à terme en 2020. Il s'agit de réfléchir sur le devenir de cet accord. Qu'est-ce accord on va avoir en 2021? Il faut faire le bilan. Et le chef de l'État, dans son adresse, a fait le bilan. Il a donné des orientations, des recommandations. Le bilan, c'est que cet accord qui a été initié depuis les années 1957, aujourd'hui a plus de 60 ans. Et quand on voit l'impact de cet accord sur le développement des pays ACP, il s'agit de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, quelques pays membres de cet accord et des ACP ont pu bénéficier. Les pays comme l'île Maurice, et qui ont bénéficié des accords sur la canne à sucre et d'autres sur le textile, même les nouvelles technologies. Mais globalement, comme l'a dit le chef d'État, cet accord n'a pas atteint les objectifs visés. Deuxième chose que le chef d'État a fait remarquer dans son adresse, c'est que désormais, il faut orienter cet accord vers le développement du secteur privé, qui doit se concrétiser par l'investissement privé. Et je crois que c'est les trois points forts que je peux retenir dans l'adresse du chef de l'État. Et donc, en matière de bilan, cet accord a permis à la plupart des pays ACP de vendre sans droit de douane leurs produits sur le marché européen pendant longtemps. Tous les produits dans les pays ACP pouvaient se vendre sans droit de douane. Mieux, il y a eu des mécanismes qui permettaient aux pays ACP de récupérer les différences qui pouvaient perturber leurs recettes d'exportation. Notamment, si on prend l'exemple, si un pays exporte pour $1000 et que pour des raisons diverses, l'année qui a suivi, les $1000 deviennent $800 ou $900 du fait du coût de matières premières, des taux de change. Il y a eu un système qui a été mis en place qu'on appelait le STABES qui permettait de compenser. L'Union européenne donnait cet argent au pays qui a perdu ses ressources. Ces ressources devaient être investies dans le secteur pour rendre le secteur compétitif. Mais la plupart des pays qui bénéficiaient de cette rente n'investissaient pas cet argent dans le secteur. Ce qui fait que, après 60 ans de coopération, la plupart des pays ACP continuent à exporter des produits agricoles, des produits qui n'étaient pas transformés. Donc, est-ce qu'on a atteint l'objectif? Je crois que non, le chef d'État a dit. Il a dit de réorienter l'aide au développement. L'aide au développement tel qu'il est fait. La plupart des actions qui sont menées dans le cadre des fonds européens de développement, la construction d'écoles, la construction des routes, la construction des hôpitaux, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que le secteur privé puisse jouer son rôle, se développer? Quelles sont les réformes qu'on doit faire? Bien sûr, il ne revient pas à l'Union européenne de nous dire voilà ce qu'il faut faire. Il faut que les pays ACP, et c'est ce que le chef d'État a dit, disent désormais voilà ce dont on a besoin, voilà ce qu'il faut faire. Et je crois que lorsque on regarde bien ce qu'a dit le chef d'État et qu'on étudie son programme d'action du gouvernement, on voit qu'il y a un ancrage. Parce que l'ancrage du chef d'État, il se dit on va développer. On ne se rend pas compte que c'est le secteur privé qui est en train de développer. Il parle d'avoir un bon aéroport, un bon port, la sécurisation des biens dans les domaines, la justice, la sécurité, la fibre optique. Il y a un certain nombre d'accents qui ont été mis sur des points critiques. Et lorsqu'on va atteindre des résultats dans ces points critiques, facilement le secteur privé peut s'installer. Lorsque vous avez dans un pays une justice qui est
accélérer, les affaires judiciaires, on vient d'avoir le tribunal de commerce, parce que les affaires commerciaux mettaient des mois, on n'avait pas de compétences. Donc, le chef d'État, dans son programme d'action, est en train de préparer le Bénin à développer le secteur privé. Et je crois qu'il ne faut même pas s'en tenir au développement du secteur privé béninois, à un secteur privé béninois capable d'agir à l'international, d'agir sur les marchés qui sont à côté, même loin. Et c'est à ça que nous devons aboutir. Vous parlez du chef de l'État, il déclarait d'ailleurs ceci, je cite, « Nous devons voir les choses en face, nous sommes interpellés à revoir notre façon de concevoir la coopération, le développement, la solidarité. Bien sûr que dans vos projets de résolution, il y a la promotion des petites et moyennes entreprises, les PME. Cela est un facteur important de développement désormais, puisque nous avons observé combien l'aide au développement a montré ses limites, puisque justement la coopération commerciale est sans cesse remise en cause, même à travers les accords signés et établis. C'est dire que le président n'est pas un apôtre de l'aide au développement. Il veut plutôt que nous puissions, que chaque pays puisse notamment compter sur ses ressources endogènes, comme vous l'avez dit. Alors, quelle sera la suite de ce sommet, ou les principales priorités et recommandations issues donc de cette rencontre des parlementaires? Mais la suite de ce sommet, c'est que déjà, à Bruxelles, se tient déjà un comité bipartite qui est en train de renégocier le nouvel accord qui va régir les relations entre les ACP et l'UE. Parce qu'en 2021, l'accord de Cotonou ne sera plus valable. Mais avant d'aller à ce nouvel accord ou cette négociation, qu'on voit ce sur quoi, les points sur lesquels on doit mettre l'accent, c'est se dire aujourd'hui, dans l'accord de Cotonou, il était prévu de signer des accords de partenariat économique par région. La région ouest-africaine de la CEDEAO a mené des négociations. Très tôt, on s'est rendu compte que si on ouvre ce marché à l'Union européenne, ce marché où on n'a pas de produits industriels à proposer sur le marché européen, nous allons être un pays qui reçoit les produits finis des autres pays, un pays consommateur. Donc on a dit qu'il fallait avoir un programme de développement, qu'on a appelé le programme PAPED. Et les Européens étaient prêts. Mais un des acteurs clés de cette négociation, le pays le plus important de la région, a dit non. Et cet accord ne peut pas rentrer en vigueur, mais il faut qu'on puisse prendre un peu de temps. Tout de suite, d'autres pays qui sont des pays intermédiaires ont été obligés de signer des accords intermédiaires intérimaires avec l'Union européenne. On veut parler de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Alors comment ces deux pays qui appartiennent à la CEDEAO peuvent mettre en œuvre un accord de libre-échange avec l'Union européenne alors qu'ils appartiennent à un ensemble économique? Donc c'est une difficulté. Ils ne sont pas arrivés à mettre en œuvre cet accord. Mais l'Afrique, aujourd'hui, est en train de mettre en place une zone de libre-échange continentale, avec toutes les théories et toutes les ambitions. Il y a un agenda 2063. Mais tous ces éléments doivent être pris en compte dans les nouvelles négociations. Et le chef d'État, lui, il dit, dans ces négociations, il faut que vous aboutissiez au développement du secteur privé. Lorsque le secteur privé va se développer, c'est le secteur privé qui crée la richesse, qui crée l'emploi. C'est l'investissement privé que vous devez attirer. Donc, les négociateurs des pays ACP doivent s'assurer que l'accord va permettre le développement du secteur privé dans leur pays, dans les pays ACP, et l'attrait de l'investissement privé. Moi, je dis, pour rester dans la même philosophie que le chef de l'État, c'est que désormais, même notre pays doit réfléchir sur sa manière de participer à ces négociations. Est-ce que nous allons participer tel que nous l'avons fait depuis les 60 dernières années, où on va et on revient, on dit c'était l'accord qu'il faut mettre en œuvre? Est-ce qu'il ne faut pas être proactif? Est-ce qu'il ne faut pas que, déjà, les idées qui sont jetées fassent l'objet de réflexion et qu'on se prépare à tirer avantage de l'accord, lorsque l'accord sera signé? Parce que qu'est-ce qui se passe? On va négocier, c'est à la fin qu'on
on vient, on fait une restitution au gouvernement, très peu de restitution aux acteurs, et on n'a pas les structures d'encadrement qui suivent. Moi, je dirais à l'étape actuelle, les négociations se font au niveau des ambassadeurs à Bruxelles. Le ministre togolais des Affaires étrangères chargé du commerce extérieur en est le président du côté ACP. Mais je crois que très tôt, à ces ambassadeurs, chaque pays devait adjoindre des spécialistes. Normalement, nous avons une agence de promotion des investissements des exportateurs qui doit envoyer quelqu'un, ne fût-ce que pour écouter, voir comment est-ce que les négociations sont menées, quels sont les points sur lesquels on intervient. Ceci nous permettra de savoir quel type de réformes il faut mettre en œuvre dans nos pays. Quel type de préparation on doit faire pour que lorsque l'accord sera mis en œuvre, on puisse en tirer profit. Parce que dans cet accord, rien ne sera fait, on ne fera plus rien pour les pays, on fera pour la région. Mais si on fait pour la région, on dit on met en place un start-up pour la sous-région. Mais si le Bénin n'est pas préparé pour bénéficier de ces start-up ou pour dire qu'il veut accueillir ces start-up, il ne pourra pas. C'est sûr. Lorsque on dit qu'on veut mettre en place des structures d'appui pour favoriser l'émergence du secteur privé, lorsqu'on ne sait pas et qu'on n'a pas suivi et qu'on attend que ce soit les hauts fonctionnaires qui négocient et qui arrivent, qui restituent, mais on risque de ne pas d'atteindre l'objectif visé par le chef d'État qui dit développement du secteur privé, attirer l'investissement privé. Donc, le Bénin, tout comme les autres pays, doivent revoir leur manière de participer. Il ne faut pas aller à ces réunions parce qu'on veut prendre des perdièmes. Il ne faut pas aller à ces réunions, on attend la fin et on fait une restitution au gouvernement, on va à l'Assemblée, on fait du forcing, on ratifie, mais une fois que c'est ratifié, la mise en œuvre, les autres pays sont prêts. Pourquoi est-ce que les pays comme l'île Maurice ont bénéficié de l'accord de Cotonou, Lomé 1, Lomé 2 et 4? Mais l'île Maurice était le principal, lorsqu'il y avait l'accord sur le canne à sucre, la canne à sucre du moins, mais ils ont exporté beaucoup de sucre. En même temps, nous, on avait notre usine 3S à Savert, mais on n'avait pas pu bénéficier. Dans le textile, l'île Maurice exportait beaucoup, a eu la délocalisation d'une marque de t-shirts qu'on appelait Ralph Lauren à l'époque. Ils ont eu la délocalisation et plusieurs autres. Ils ont vendu beaucoup. Aujourd'hui, les nouvelles technologies, ils sont déjà dedans et ils en profitent. Mais que font nos pays également doivent être proactifs, doivent aller pour se dire, mais nous aussi là, qu'est-ce qu'on va faire? On doit cesser de voir petit. On a besoin de faire du social, on va faire du social, on va permettre aux gens d'émerger, mais il faut que nous puissions avoir des capitaines d'entreprise. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre coton sur ce marché? Moi, j'ai coutume de dire aux gens, on produit beaucoup de coton. OK. On a eu dans ce pays des gens qui produisaient du coton hydrophile. Qu'est-ce qu'on en fait? Les bandes à pansement. On en a besoin dans les hôpitaux. Si on ne faisait que des draps pour tous les hôpitaux de la sous-région à partir de notre coton, ou des serviettes, il y a nos hôtels et les éponges, je veux dire. On aurait suffisamment gagné de toutes les façons. Et comme, donc, il faut qu'on voit loin, qu'on voit dans la transformation, mais il n'y a que le privé qui peut le faire. Mais pour que ce privé puisse le faire, il faut qu'on lui dise, bon, désormais, le marché de la CEDEAO est régi de telle manière. Voilà tel accord, vous pouvez bénéficier. Vous avez besoin d'un centre technique qui peut vous aider à améliorer votre produit. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. Merci beaucoup, M. Shakiro Tijani, d'être venu sur le plateau de 5 sur 7 matin avec vous. On a compris que désormais, sur les accords ACP-UE, il faut changer simplement de paradigme. Et comme ça, on pourra aller loin. Merci à vous d'être venu. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition, notamment sur l'accord de libre-échange continental qui est dans l'agenda. Et le Bénin, je vous dis, ça peut étonner le monde entier. Le Bénin n'a pas signé cet accord parce qu'on a désormais des gens à la tête de l'État qui se disent on ne signe pas l'accord pour signer un accord. Et ça fait, pour un haut fonctionnaire comme moi, a priori, je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Mais lorsqu'on prend le temps de se dire, pourquoi vous permettez, on va revenir là-dessus. On vous le promet. Merci déjà de donner votre accord de disponibilité. Et on va vous inviter pour plus tard. Merci beaucoup à vous.
On marque une courte pause, le temps d'installer le forum de discussion. On vous l'a dit, on va parler d'entrepreneuriat comme solution au chômage des jeunes. Pour protéger ma santé, j'adopte des comportements responsables. Je m'abstiens ou je sors couvert. N'oublie pas de te faire dépister, c'est gratuit et confidentiel. Chaque soir, Carlos retrouve Christine. Dans leur maison près du lac, ils se sentent à l'abri. Au mur, des photographies de gorilles et celles d'Adrien Descriveur. Son souvenir hante la maison. Au Kivu, cet homme est une légende. Descriveur a commencé à étudier de plus près la vie quotidienne de plusieurs groupes de gorilles. Le père de Christine avait été filmé en 1974 avec ses pisteurs pygmées. Sa passion, c'était les gorilles. C'est ce genre de film on regarde assez souvent. Ça... Oui, c'est toute notre enfance. Ses amis, là où on habitait, à une vingtaine de kilomètres d'ici, c'était des pygmées. Et ils l'ont initié justement à cet amour pour la nature, pour les gorilles. On peut s'attendre à... mi se mo ye mi na tro nu wa itengberopo e gba fi nu peno gonu bene to oton soro tenu mi wa lo dagbe e mi lu na zan bo bene to mi tro inu ko ganjie jo amo mi ton e yesun fan bo doji ganji la ipon e fi la meno dagbe yo ndudu abinu sisof no temeteme e do o khade le gesi lo to mi to me fie. Qui sont venus, nous avons plein de choses à partager ensemble. Le corps humain comprend trois parties, la tête, le tronc et les quatre membres. Sommes là pour danser, sommes là pour bouger, sommes là pour rester, mon conte roule, traverse plusieurs royaumes et compte sur 4 princesses dont le père ne connaissait pas le nom. Merci de votre fidélité à l'ORTB. L'émission, c'est 5 sur 7 matin. Nous sommes là tous les matins pour votre plaisir. Et ce mercredi, nous parlons essentiellement économie et finances. Et depuis la première heure de cette émission, nous avons commencé par parler de l'entrepreneuriat. Oui, est-ce une solution réellement au chômage? Nous nous posons la question dans le forum de discussion dans la mesure où ils sont nombreux, ces jeunes, à pouvoir désormais se mettre dans l'entrepreneuriat. Unique dessein, réussir à pouvoir faire un chiffre d'affaires. Et à cet effet, nous vous demandons de nous dire en quoi l'entrepreneuriat peut-il réellement contribuer à résoudre la question du chômage des jeunes? En quoi l'entrepreneuriat peut-il contribuer à résoudre la question du chômage des jeunes? Question à laquelle vous pouvez donc répondre sur Facebook ou encore sur Twitter ou tout simplement sur le numéro WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88, que l'on soit jeune
ou plus âgés, créer son entreprise, créer son propre emploi demeure donc, je dirais, un objectif, mais parfois on se retrouve donc confronté à quelques difficultés, à quelques freins, je dirais aussi bien techniques que financiers. Que faut-il faire en ce moment? Est-ce que justement on a pu bien préparer son projet? Nous allons pouvoir poser la question donc à nos confrères et puis à des gens qui se sont mis dans l'entrepreneuriat très tôt, très jeunes et qui ont réussi. Vous aurez donc les témoignages dans le forum de discussion. Pour en parler avec nous, Maxime Toklo, merci d'être resté. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Martial Guiligan. Martial, bonjour. Bonjour, bonjour chers téléspectateurs. Et puis une dame, je vous l'annonçais, qui est dans l'entrepreneuriat, notamment dans la soudure et la fabrication des machines agricoles. Elle a un parcours excellent. Serge, on se fera le plaisir de le rappeler dans un moment. Madame Edna Zimonset, c'est bien cela? Oui. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'accepter, partager donc votre expérience avec nous sur ce plateau. Et c'est une expérience, vous le disiez tantôt, c'est une expérience exceptionnelle et c'est justement sur ces gens que nous avons besoin de mettre beaucoup plus de lumière. Edna Zimonset est directrice générale du centre d'usinage et de soudure, ça s'appelle CENUS. Exact. CENUS, c'est bien ça. On a appris dans les coulisses que vous avez eu votre bac très jeune. C'était en classe de première. Vous aviez 16 ans à l'époque, c'est ça? Oui. Ah, il n'y a pas si longtemps, c'est ça? Ou bien ça fait? Serge. Non, mais on est séduit par tout ce que vous faites. Un bac C. Un bac série C. Très bien. Très bien en plus, ce qui est fortement recherché aujourd'hui, surtout du côté des jeunes filles. Hein, et puis vous êtes ingénieur en génie mécanique et énergétique, option, production, c'est ça? Option productique. Option productique, voilà, exactement. Et donc, vous fabriquez beaucoup de choses, des portails. Vous-même, vous le faites vous-même? Oui. Ouais, c'est ça? Waouh, très intéressant. Alors, comment est-ce que vous en êtes arrivé là, qui vous a orienté, vous? Comment ça s'est passé? Merci d'abord pour la question. J'ai fini mon cursus en 2017. J'ai soutenu officiellement le 20 janvier passé. J'avais déjà eu le projet de créer un atelier après ma formation parce que j'ai constaté beaucoup d'imperfections liées au domaine de la soudure et beaucoup de manques, beaucoup de besoins notés dans le domaine de la machinisme, c'est-à-dire de la fabrication des machines agricoles. Je ne vous dis pas, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le domaine de la mécanique, c'est un domaine encore embryonnaire au Bénin. Partout où j'ai fait mes stages, on faisait des choses où, sincèrement, les gens ne croyaient même pas qu'on puisse faire. Malgré qu'on arrivait à faire, ils n'arrivaient pas à croire. Et des fois, même quand on produisait des pièces, quand ils finissent, ils écrivent « Made in » dans un autre pays. Ils n'écrivent jamais « Made in Bénin ». On fabrique même des petites pièces pour avions même. Quand ils finissent, ils écrivent le nom de leur pays sur ça. Donc, tout juste, j'ai voulu rehausser. Je me suis dit, bon, ça ne commence que pas à pas, c'est petit à petit, mais bon, on pourra y arriver. Donc, c'est en ce sens, c'est ça qui m'a motivée au fait à créer mon atelier pour pouvoir commencer par nouer le tissu de bout à bout jusqu'à pouvoir atteindre l'objectif. Vous avez créé votre atelier. Vous avez eu besoin de l'aide de qui pour le faire? J'ai créé mon atelier. Bon, j'avais eu besoin d'aide. Les aides étaient sur plusieurs plans. J'ai commencé avec les petits sous que j'avais. Petits sous, vous les avez collectés avec la bourse que j'ai eue pendant 5 ans. Ah, wow. Et vous avez gardé cette bourse-là? Oui, j'ai économisé ça. Vous ne buviez pas de écou. Hein? Non, c'est une façon de parler juste pour que beaucoup de jeunes puissent en tirer profit. Donc déjà à l'université, vous aviez un projet de créer votre propre atelier et donc vous faisiez déjà vos propres économies sur votre bourse. Oui. C'est bien cela. Oui. D'accord, on continue. Donc, quand j'ai fini
a eu une grande maladie, m'a attrapée après la maladie. Bon, j'étais toujours dans la convalescence quand j'ai ouvert l'atelier. Parce que on dit toujours, il n'y a pas d'un fils pour faire quelque chose. Et ne disons pas demain. Qui rapporte à demain? Trouve malheur en chemin. Trouve malheur en chemin. Mais est-ce que c'est avec ces petits sous-là seulement que vous n'avez pas eu une aide extérieure, rien du tout? Je n'ai pas pu avoir d'aide extérieure. J'ai cherché, mais je n'ai pas pu trouver. C'est pour ça que les débuts étaient vraiment difficiles pour moi. Mais vous n'avez pas relâché? Je n'ai pas relâché. D'accord. Martial, voilà donc une expérience patente qui nous mène déjà hors cadre de tout ce qui peut être théorique. Aujourd'hui, on a voulu rester dans la pratique. On a voulu rester dans la pratique, à ne pas toujours dire voici, c'est elle qui doit faire, si, etc., etc. Qu'est-ce que cela vous inspire, Martial? Oui, je trouve que d'abord, je tire chapeau à Edna parce que, voyez-vous, elle a dit c'est pas toujours facile. Et si elle n'avait pas, parce que ce que moi j'ai entendu, vous ne l'avez pas entendu, déjà après son bac à très jeune âge, les parents ont voulu qu'elle fasse la médecine. Mais pourtant elle a dit non. Et donc, d'abord, en toute chose, il faut la passion. La passion qui est née en elle et qui est demeurée, l'a poussée à déjà commencer par sentir venir les besoins pendant qu'elle était encore aux études. Et c'est ça qui l'a amené à commencer par épargner. Et elle pouvait prendre son argent comme toute jeune fille à l'époque, bien actuellement aussi même, et commencer par acheter des mèches de 80 000 francs ou de 50 000 francs. Et chaque soirée à sa sortie. Et elle n'aurait pas eu cette chance. Et son assortie. Sa sortie et son assortie. C'est les assorties que je voulais vraiment faire ressortir. Oui, faire ressortir. D'accord. Et donc, voyez-vous, c'est un peu délicat que de comprendre comment s'orienter très tôt. Elle s'est orientée très tôt, elle a compris les enjeux, les difficultés auxquelles elle doit faire face, elle les pressentait déjà. Et donc, n'eût été ses épargnes, disons personnelles, elle n'aurait jamais ouvert son atelier. Et donc, petitement, comme Maxime le dit très souvent, on peut créer son entreprise à partir de 0 francs. C'est 0 francs. C'est ce que j'appelle moi 0 francs. Parce qu'elle n'avait rien du tout. Et à partir des bourses, elle a commencé par mettre quelque chose de côté. Et finalement, elle s'est retrouvée dans la réalité de la création de son entreprise. Et pour y parvenir, elle a dit, elle n'a pas cherché. Très souvent, on n'en trouve pas. De ces aides-là, il n'y en avait pas. Et donc, pour trouver les aides, c'est encore compliqué. Et si vous ne savez pas faire, vous pouvez avoir épargné quelque chose. Si vous vous lancez dans cette recherche plutôt d'aide, vous n'en trouvez pas. Vous êtes découragé, déçu en même temps, vous abandonnez tout. Elle n'a pas de... Donc, elle s'est forgé un mental qui lui a permis d'avancer. Et c'est cela que je retrouve dans tout ce qu'elle a dit. C'est salutaire pour vous. C'est vraiment chapeau. Maxime, pour le spécialiste que vous êtes, aujourd'hui, voilà un cas d'école qui doit largement suffire pour corroborer d'ailleurs tout ce que vous dites souvent sur ce plateau. Mais est-ce que les jeunes, ils rencontrent tous les mêmes difficultés ou bien c'est parce qu'ils ne parviennent pas à savoir le besoin réel qu'il faut combler tout de suite que parfois ils se perdent? Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais dire que Edna, c'est vraiment un cas particulier. Et au niveau de la PME, moi je l'ai rencontré dans le cadre professionnel. Et nous sommes en train de... Ah, donc vous la connaissiez déjà? Oui, vous ne savez pas que vous la connaissiez, sinon très bien. On ne vous mettrait pas ensemble. On ne mettrait jamais ensemble, ça c'est sûr. D'accord. Je la connais très bien et nous sommes déjà en train de faire des choses ensemble. D'accord, d'accord. Parce qu'elle mérite qu'on mette vraiment la lumière sur elle pour qu'elle serve d'exemple, de modèle à la jeunesse béninoise. Le parcours est excellent. Nous n'avons pas le temps, sinon, quand vous regardez au fond, même depuis son enfance, elle a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. C'est pour dire que elle a rêvé de devenir chef d'entreprise. Elle a d'abord rêvé d'un métier
Elle a rêvé de devenir chef d'entreprise et elle est devenue chef d'entreprise. Elle s'est sacrifiée pour en arriver là. Et je crois que c'est un exemple, c'est un modèle pour montrer que nous ne venons pas ici pour rester dans la théorie. Nous disons des choses qui sont réelles. Nous partageons avec les téléspectateurs des cas concrets, des cas réels. Et c'est vraiment heureux qu'on puisse partager ce matin le plateau ensemble. Alors, les jeunes ne vivent pas toujours les mêmes expériences. Chacun a son expérience. Parce que chacun a reçu une formation, chacun a été éduqué dans son spectre familial d'une certaine manière. Donc, il y a des différences. L'environnement, même si l'environnement national paraît être le même, le micro-environnement dans lequel on se trouve n'est pas toujours le même. Et donc, chacun, en fonction donc, de ce milieu dans lequel il se trouve, doit pouvoir développer des capacités pour relever des défis. Et donc, les jeunes, face à ces différentes situations, doivent pouvoir avoir le réflexe de développer des aptitudes pour dépasser les blocages. Les difficultés, les blocages, il y en a toujours. Il n'y a pas d'entrepreneur sans difficulté. Et chaque entrepreneur qui vous raconte son histoire vous dira un peu tout ce qu'il a eu comme obstacle. Elle en a eu, et tous les jeunes qui veulent entreprendre auront forcément des difficultés. Celui qui fuit les difficultés ne peut pas créer son entreprise. C'est comment réagir face à ces difficultés. C'est comment réagir face à ces difficultés. Ouais. Et c'est vraiment important que les jeunes se mettent cela en tête et qu'ils sachent que c'est un rêve pour lequel il faut vraiment se battre. Et quand on se bat, eh bien, on arrive à obtenir les moyens pour y arriver. Elle n'a pas eu de financement extérieur. Elle a économisé sa bourse. Certains ont économisé leur petit déjeuner. D'autres sont allés faire de petits jobs pour mobiliser les fonds de départ. Donc, l'expérience va varier selon chaque personne et chacun doit pouvoir, en fonction de l'objectif qu'il vise, il doit pouvoir travailler à faire en sorte qu'il puisse dépasser les blocages pour réussir la création de son entreprise. Alors, Edna, aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise. Ça a d'ailleurs été toujours votre rêve, être chef d'entreprise. Vous employez sans doute beaucoup de personnes. Comment est-ce que ça se passe, la collaboration d'une femme avec des employés hommes et tout? Comment ça se passe? Vous arrivez à pouvoir, je ne sais pas, hein? C'est quoi votre problème? Allez, non, en fait, je vous imagine son collaborateur. Et donc, en fait, c'est ça, quoi. Elle aurait pu vous répondre, mon cher Ricardo, vous êtes mon directeur financier, c'est moi qui donne les autres. Voilà. Non, allons-y. Oui, ça se passe très bien. Pourquoi? Parce que là, nous sommes totalement dans le monde du professionnel. Je suis le chef, mais ne veut pas dire que je n'ai pas l'oreille pour écouter aussi mes employés. Puisque nous sommes dans un domaine collaboratif. La mécanique, ce n'est pas un domaine, c'est moi qui sais tout. Là, il y a des fois, on veut faire une machine. Bon, l'autre peut avoir une idée que toi, tu n'as pas. Ou bien on veut faire un modèle de portail. Bon, l'autre a une idée qui peut être plus rapide que la mienne. Donc, j'essaye d'écouter mes employés. Certes, j'essaie aussi de donner d'autres quand il faut. Ouais. De taper du poing sur la table, oui, comme on dit. Vous le faites avec sourire, je présume. Je crois. Maintenant, la comptabilité dans votre tenue de compte et tout ça, comment est-ce que ça se fait sans pour autant percer un secret? Parce que ça fait partie des choses qu'on reproche souvent aux entreprises qui sont naissantes et surtout des entreprises gérées par des jeunes. Est-ce que vous avez une comptabilité qui fonctionne bien? Pour le moment, j'ai une journal de caisse que je remplis quotidiennement chaque jour. Mais je n'ai pas encore un comptable, ce qui fait que, bon, avec le niveau embryonnaire, c'est moi qui gère encore la comptabilité. Ah, d'accord. Sinon, il y a de bons comptables par ici. Hein. Enfin, surtout pas moi. Surtout pas moi. Je sais que vous avez souvent mis, Maxime, l'accent sur ce pan. Et puis, vous proposez souvent qu'on cherche des comptables à temps partiel. Potentiel. Oui, mais au début, vous voyez, Edna, elle a démarré toute seule, je dirais. Elle a commencé
s'est pas embauchée. Je connais très bien son entreprise. D'accord, d'accord. Elle travaille aussi avec des ouvriers qu'elle recrute selon le besoin. Et puis, pour ce qui est de sa comptabilité, elle fait déjà le plus important. Elle tient déjà un journal de caisse. C'est très important. Ça permet déjà de dresser un bilan par la suite et de voir les différentes tendances. On peut déjà mensuellement